Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine qui vous est proposée par l'IRIS. Cette semaine, comme j'avais indiqué dans la précédente, on va traiter un petit peu le bilan du 7e sommet de la Communauté des États latino-américains et caribéens, la CELAC, donc son 7e sommet qui s'est tenu à Buenos Aires le 23 janvier, dans la foulée d'un événement qu'on avait décrypté ensemble, qui était la visite officielle du président brésilien Lula à son homologue argentin Alberto Fernandez, dont on avait vu l'importance, avec en particulier l'annonce d'un lancement de projet de monnaie commune pour les deux géants sud-américains, élargi potentiellement ensuite aux pays de la région. Dans la foulée donc de cette rencontre a eu lieu celle des 33 États qui font partie de la CELAC, qui a été fondée en 2010 par la déclaration de Caracas et qui regroupe donc les 33 pays de l'ensemble de l'Amérique latine dans un forum de dialogue, un forum régional, le seul qui existe indépendamment de l'Organisation des États américains dont le siège est à Washington, entre tous les pays donc de la zone latino-américaine. Une CELAC qui était un grand accomplissement des années 2000-2010 en Amérique latine, mais qui a après connu beaucoup de problèmes et qui était en souffrance depuis un certain nombre d'années, en particulier du fait du retrait depuis 2020 du Brésil lorsque ce dernier était dirigé par Jair Bolsonaro. Donc l'événement, si je puis dire, de cette CELAC, cette 7e rencontre, c'était en fait le retour du Brésil en son sein, avec la participation très attendue du 39e président, donc Lula. Alors, cette CELAC a été l'occasion vraiment de beaucoup de discussions entre des délégations, pas toujours des chefs d'État, il y avait beaucoup de chefs d'État, mais certains n'étaient pas là. Par exemple, il n'y avait pas Nicolás Maduro, qui a décidé de ne pas venir faisant face à ce qu'il considérait être des menaces physiques sur sa personne, organisées selon lui par les droites latino-américaines à Buenos Aires. Il a considéré que les conditions n'étaient pas réunies pour sa présence, mais son gouvernement était représenté par le ministre des Affaires étrangères vénézuélien. Donc c'était aussi une première, puisque c'est le gouvernement de Caracas, celui de Nicolás Maduro, qui était là en tant que tel, reconnu par les autres, ou en tout cas accepté par les autres. Il n'y avait pas Daniel Ortega du Nicaragua, il n'y avait pas Madame Dina Boluarte, la présidente malmenée péruvienne, il n'y avait pas les présidents, par exemple, du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, qui était représenté par son ministre des Affaires étrangères, le président du Guatemala n'était pas là, ainsi que celui du Panama. Mais chaque pays avait des délégations. Alors, beaucoup de choses ont été discutées. Je voudrais ici pointer un certain nombre de choses qui me paraissent importantes. Bien sûr, je ne vais pas tout commenter parce que la déclaration finale de ce sommet fait 28 pages. Elle est constituée de 111 points qui touchent toute une série de domaines de coopération que souhaitent développer les pays présents. Je vais plutôt, moi, m'intéresser à ce qu'ont dit certains invités à ce sommet, en particulier Charles Michel, le président du Conseil européen, qui représente donc l'Union européenne. Il y a eu aussi une intervention attendue de Xi Jinping par une vidéo qui a été prononcée. Il y avait aussi la présence de Chris Dodd, qui est le conseiller spécial de Joe Biden, le président américain, pour les Amériques, qui est un proche de Joe Biden, qui était aussi présent et qui a eu toute une série de rencontres bilatérales, à l'instar de M. Charles Michel d'ailleurs, avec certains présidents latino-américains présents, mais qui a participé en tant que tel à ce sommet. Alors dire que M. Charles Michel a voulu repositionner l'Union européenne dans l'écosystème latino-américain. Il a voulu, de manière un petit peu plus offensive qu'à l'accoutumée, rappeler que l'Union européenne était le 3e partenaire commercial des pays de la CELAC. Il a voulu rappeler aussi que les pays de la CELAC étaient le 6e partenaire commercial de l'Union européenne et que l'Union européenne avait besoin des latino-américains en matière énergétique, en matière alimentaire en particulier, mais aussi, et c'est important, pour construire, développer des chaînes de valeur productive birégionale entre l'Union européenne et l'Amérique latine dans ces domaines-là en particulier, les énergies renouvelables, l'alimentation et évidemment tout ça à voir avec les effets brûlants, si je puis dire, de la crise de la guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine, bien sûr. Et il a aussi voulu dire qu'il voulait créer des chaînes de valeur productive en matière industrielle, dans l'automobile par exemple, et aussi un sujet qui intéresse grandement les Latino-Américains, que l'Union européenne était prête à investir de manière importante pour opérer finalement une transition numérique.
et digitale de l'Amérique latine pour aller vers des économies numérisées avec des transferts de technologies importants qui permettent à l'Amérique latine d'accéder en quelque sorte à ce niveau nécessaire de développement au niveau international. Et ça, les Latino-Américains, ça leur parle puisque c'est précisément ce que leur ont proposé les Chinois depuis plusieurs années avec la 5G par exemple, ce que les États-Unis leur proposent si les Latino-Américains acceptent de stopper leur coopération avec les Chinois dans ces domaines. Et donc les Européens essayent de se positionner en arguant du fait qu'ils disposent d'accords commerciaux avancés avec l'Amérique latine, par exemple avec le Chili, qui a été revu, celui qui est en cours de réactualisation avec le Mexique, et Charles Michel a plaidé pour arriver enfin à des conclusions définitive et positive de l'accord entre l'Union européenne et les pays du marché commun du Sud, le Mercosur. Donc il est venu de manière un petit peu plus offensive pour en fait promettre aux Latino-Américains des investissements verts et technologiques de l'Union européenne. Ça veut dire des brevets, ça veut dire des possibilités pour les Latino-Américains de pouvoir bénéficier de ces transferts pour développer leur propre industrie numérique dans les territoires latino-américains. Et ça, c'est une nouveauté pour l'Union européenne de se positionner ainsi, finalement, aussi entre les Chinois, je disais, et les États-Unis. Monsieur Charles Michel a également plaidé pour que se prépare de manière très active le sommet qui se tiendra entre l'Union européenne et la CELAC dans le cadre de la présidence espagnole de l'Union européenne qui démarrera en juillet 2023. Donc c'est une affaire à suivre que nous suivrons bien sûr. Alors les Chinois, M. Xi Jinping a fait un discours à peu près sur les mêmes sujets, rappelant l'antériorité de la coopération entre la Chine et la CELAC, du forum qui existe entre la Chine et la CELAC. Il a promis de nouveaux investissements et de nouveaux prêts financiers aux Latino-Américains, toujours dans cette plus-value énergétique et technologique aussi. Donc c'était vraiment le sujet et la manière dont se sont positionnés les acteurs, les puissances qui collaborent ou coopèrent avec la région latino-américaine. Et vous ne serez pas surpris d'entendre que Christophe Dodd a fait la même chose en disant que sur ces domaines énergétiques et sur ces domaines technologiques, les États-Unis sont prêts à prendre leur part pour accompagner de manière plus souveraine les industries, les économies latino-américaines. Donc pour les latino-américains, ce sont des positions qui sont intéressantes et qui seront évidemment dans les transactions à venir, dans toutes les relations qu'ils ont avec les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Ça, c'est un point qu'il fallait souligner. Le point aussi qu'il faut souligner, c'est la déclaration elle-même. Donc je vous ai dit 28 pages, 111 points. Je ne vais pas vous faire l'étendue de tout ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, sachez que ce qui est très important, et ça fait écho à ce qui a été discuté entre Lula et Alberto Fernandez lors de leur visite bilatérale, c'est réellement une intégration productive latino-américaine. C'est-à-dire l'idée qu'aujourd'hui, ce qui est important pour les Latino-Américains, c'est dans tout un tas de domaines, d'aller vers le développement de chaînes de valeur et de chaînes de production latino-américaines, pour en quelque sorte permettre aux économies de la région d'absorber ou de moins souffrir de ce qu'on appelle les chocs globaux, c'est-à-dire les crises financières, les crises économiques, les crises géopolitiques, type guerre et ses conséquences, inflation, crise alimentaire, etc., pour avoir finalement une sorte de pôle latino-américain économique qui permette de résister mieux aux aléas et à la volatilité de la situation internationale dans toutes ses dimensions. Ça, c'est le cœur de la déclaration de la CELAC et ça va passer par tout un tas de domaines en matière sanitaire, en matière spatiale, en matière technologique, en matière énergétique et en matière commerciale. Il s'agit d'intensifier finalement les flux entre les pays de la région. Et c'est ça l'idée qu'il faut retenir de cette déclaration de la CELAC qui prend acte aussi et se félicite d'un certain nombre d'avancées dans les dossiers géopolitiques. Par exemple, dans le cas vénézuélien, les pays de la CELAC se félicitent du processus finalement de dialogue politique interne au Venezuela qui est en cours et l'appuie en demandant pas d'ingérence de l'extérieur et un respect de l'intégrité de la souveraineté vénézuélienne. Ça, c'est un point aussi qui a été salué. La déclaration demande la fin de l'embargo sur Cuba, c'est une tradition. La déclaration aussi dit des mots pas trop directs, mais qui concernent par exemple le Nicaragua ou aussi le Venezuela d'une certaine manière sur le fait qu'il faut qu'il y ait un attachement des pays latino-américains à des processus électoraux transparents qui permettent aux oppositions de se présenter de manière correcte, etc. Ça a été aussi dit. On peut voir là aussi l'influence d'ailleurs de pays qui
critiquent le Venezuela ou le Nicaragua ou Cuba, je pense à l'Uruguay, je pense au Paraguay ou à l'Équateur qui sont à droite aujourd'hui en Amérique latine et plutôt proches de Washington. Donc tout ça a fait partie de la déclaration. La déclaration est aussi revenue sur les engagements des pays américains pour construire une agence spatiale latino-américaine. C'est inédit. Ça a été développé dans le précédent sommet, ça a été repris et développé dans cette, déclaration commune avec des engagements politiques, de coordination. Bref, c'est une déclaration qui à la fois réinstalle la CELAC comme un acteur régional, qui repositionne cette CELAC comme un outil important au service de ses objectifs de intégration régionale au sens large du terme, avec le retour du Brésil. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir bien en tête. Et c'est une CELAC qui repositionne l'Amérique latine comme une région qui aussi est prête, et peut-être plus en position de force qu'elle ne l'était ces dernières années, pour obtenir de meilleurs deals avec les puissances qui prétendent utiliser ces ressources naturelles, ces ressources énergétiques, ces ressources alimentaires qui sont tellement au centre des enjeux globaux que, évidemment, aujourd'hui, l'Amérique latine stimule les convoitises à la fois des États-Unis, de la Chine, mais également de l'Union européenne, comme j'en parlais. Et cette déclaration, elle montre qu'aujourd'hui, les pays américains sont peut-être un petit peu moins désunis, un petit peu plus au clair sur ce qu'ils attendent de leurs relations avec leurs partenaires, et quelque part, ils vont entamer une nouvelle phase de relations avec eux dans leurs forums respectifs, avec cette idée de plus d'autonomie, de plus de souveraineté de l'Amérique latine, au fond, aujourd'hui, dans un ordre international bousculé. À bientôt!